Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Parler d'une seule voix face aux injustices climatiques. C'était l'objectif du sommet africain qui s'est tenu en marge de la conférence sur le climat à Marrakech. Un sommet avec un enjeu diplomatique pour le Maroc qui souhaite réintégrer l'Union africaine. Nous serons en direct de Marrakech avec Alpha Bari, chef de la diplomatie burkinabé. Reportage en Tunisie, 6 ans après la Révolution, l'instance Vérité et Dignité entame son travail. Avec dans quelques heures les toutes premières auditions publiques de victimes, le pays se penche sur les violations des droits de l'homme commises depuis 60 ans. Et puis nous irons à Bambari, en Centrafrique, où la situation sécuritaire reste précaire. À la veille d'une réunion cruciale des donateurs à Bruxelles, les ONG craignent un désengagement de la communauté internationale. Notre invité sera en direct de Bruxelles avec nous, Emmanuel Lampart, chef de mission à MSF. Il nous dira pourquoi il faut continuer à aider la Centrafrique. Ils étaient une quarantaine de dirigeants africains, dont une vingtaine de chefs d'État lors du sommet africain organisé en marge de la COP22 à Marrakech, en présence du président français et du secrétaire général de l'ONU. L'objectif, c'était donc d'harmoniser la vision du continent face à une injustice climatique. L'Afrique, vous le savez, est la plus touchée par les changements climatiques alors qu'elle pollue le moins. On en parle tout de suite avec Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères, qui est en direct avec nous de Marrakech. Alors Alpha Bari, on sait que la question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique est essentielle pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a eu une position commune qui est ressortie de ce sommet, notamment sur cette question ? Oui, tout à fait. À travers le sommet, le premier sommet africain pour l'action, l'Afrique a pu réunir tous les partenaires. Il y avait notamment la France, il y avait la Chine, il y avait également des institutionnels comme la BAD, les Nations Unies. Et donc l'Afrique s'est engagée à rechercher des financements stratégiques avec tous ses partenaires. Et un pays comme la France a déjà annoncé des choses assez intéressantes, notamment le fait de pouvoir mettre déjà des milliards d'euros dans le financement, notamment sur des questions comme les énergies renouvelables, mais également sur des questions de protection des écosystèmes, comme le bassin du fleuve Congo, comme le lac Tchad. Et l'urgence est là, vous le savez bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au début des années 60, le lac Tchad, c'était 25 000 km² et aujourd'hui, c'est à peine 2500 km². Alors au-delà de climat, il y avait aussi un enjeu diplomatique pour le roi du Maroc, qui est à l'initiative de ce premier sommet africain. On sait que le royaume veut réintégrer l'Union africaine, 30 ans après l'avoir quittée. Est-ce qu'il en a été question, même en coulisses, pendant ce sommet? Et quelle est votre position, celle du Burkina Faso? En coulisses, oui, mais pas officiellement. Officiellement, la question n'a pas été évoquée. Comme vous le savez, depuis le mois de septembre, le Royaume du Maroc, à travers son ministre des Affaires étrangères, avait écrit au président Déby qui est le président en exercice, pour annoncer l'intention du Maroc d'intégrer l'Union africaine. Et récemment, tous les États africains ont reçu une lettre de la présidente de la Commission, Mme Zouma, et les États sont invités à se prononcer sur la question. Et selon nos informations, la plupart des États se sont déjà prononcés. Et, ils sont nombreux à avoir accueilli favorablement cette intention du Maroc. C'est le cas du Burkina Faso? Savez, de toutes les façons, le Maroc est sur le continent. Oui, c'est le cas du Burkina Faso, oui, je le confirme. De toutes les façons, notre position est assez claire. Le Maroc est sur le continent. Donc il n'y a pas de raison que le Maroc ne soit pas présent au sein de l'Union africaine. Dès sa prise de fonction, le président Roch Kaboré l'avait dit que c'était encore mieux pour le Maroc d'être à l'intérieur de l'Union africaine pour ces différents combats. Et donc, c'est ce processus qui est en cours. Donc, le travail en amont est fait. C'est ce travail aussi qui continuait ici dans les coulisses et reste maintenant peut-être à le confirmer lors du sommet de janvier à Addis Abeba. Merci beaucoup Alpha Bari d'avoir été en direct avec nous depuis Marrakech et merci à Claire Williams pour la liaison. La Cour pénale internationale demande aux Africains de ne pas claquer la porte. L'ouverture de la 15e Assemblée des États parties du statut de Rome se déroule dans un contexte tendu. De nombreux leaders africains accusent la Cour de pratiquer une justice néocoloniale et 3 pays, le Burundi, la Gambie, l'Afrique du Sud, ont annoncé leur retrait de la CPI. Écoutez ce qu'en dit le président de cette Assemblée, le ministre sénégalais de la Justice. Il faut le regretter,
soit l'expression d'un acte de souveraineté de ces États qui ont librement adhéré au statut de Rome et qui ont aussi le droit souverain de s'en retirer. Je leur lance un appel solennel en leur disant ne partez pas. Pour cette réaction du ministre sénégalais de la Justice. La Tunisie va se pencher sur 60 ans de violation des droits de l'homme, à l'image de l'Afrique du Sud ou encore du Rwanda. L'instance Vérité et Dignité entame son travail ce jeudi avec les premières auditions publiques des victimes des années Ben Ali, mais aussi des dictatures précédentes. Les témoignages seront retransmis en direct, un moment historique, 6 ans après la Révolution, qui vise à réconcilier le pays avec son passé. Le reportage de nos correspondants Sandro Lutiens et Hamdit Lili. À l'automne 2016, Najwa entame sa 4e année d'enseignante au collège. Une vie calme et rangée dans les salles de classe de Oued El-Nil. Mais sous la dictature de l'ancien régime, c'était une vie bien différente pour la militante de gauche. 2 ans et demi de prison et l'interdiction d'exercer son métier. Je ne me définis pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a des droits à faire valoir. On n'était pas seul en prison, le peuple entier était dans une prison géante. On va voir un changement concret si le processus aboutit. Najwa est aujourd'hui parmi les 65 000 qui ont déposé plainte à l'instance Vérité et Dignité. L'organisme s'occupe des violations graves ou systématiques commises entre 1955 et 2013. Premier contact, ici, au centre d'appel, puis dépôt de dossier, et enfin les unités d'écoute, où les témoignages sont enregistrés à huis clos. Derrière ces portes fermées, 11 000 histoires ont déjà été racontées en à peine 2 ans. L'unité d'écoute, c'est 2 ou 3 personnes. Un juriste, un psychologue et un sociologue. Ils enregistrent le témoignage en posant 2000 questions sur les violations, les conditions sociales et de santé. Une session peut durer 3 heures, 5 heures ou 1 heure, ça dépend de l'affaire. Les dossiers sont alors transférés aux unités d'investigation spécialisées, des juges et des avocats qui vont mener l'enquête. Étaler la vérité, c'est notre principe. Quand les bourreaux et quand les violateurs parlent, c'est pas qu'ils dévoilent ce qu'ils ont fait seulement, mais ils dévoilent surtout comment fonctionnait la machine. Et ça, c'est très important. La plupart des plaignants demandent juste que la vérité soit dite. Première étape majeure donc, les auditions publiques pour partager la mémoire des victimes. Plus tard, les immenses archives de l'instance serviront de repères aux historiens pour réécrire l'histoire de la Tunisie, loin de la propagande des vieilles dictatures. Et on va s'intéresser à la Centrafrique à la veille de la conférence des donateurs à Bruxelles qui doit annoncer des aides financières sur plusieurs années pour ce pays meurtri par 4 années de guerre. On va en parler, je vous le disais en titre, dans un instant avec le chef de mission de Médecins sans frontières en Centrafrique, Emmanuel Lampart, qui est en direct avec nous de Bruxelles. Mais je vous propose tout d'abord de regarder un reportage sur la situation à Bambari, une localité du centre du pays, où les problèmes sécuritaires sont constants, la situation y reste préoccupante. C'est un récit de Nicolas Germain. La présence des casques bleus est bien visible à Bambari. En tout, la MINUSCA a déployé 12 500 hommes en Centrafrique. Le mois dernier a été particulièrement violent à travers le pays, notamment à Bambari où 25 personnes ont été tuées, dont 6 gendarmes. La situation sécuritaire dans Ndawaka, actuellement, il y a une accalmie depuis une semaine, 10 jours comme ça. Mais il est très volatile. C'est-à-dire qu'il n'est jamais stable de façon durable. Depuis le renversement de l'ancien président François Bozizé en 2013, le pays compte près de 850 000 réfugiés ou déplacés internes. Après une période de grave violence et une phase de transition, un nouveau président a seulement été élu en février. À Bambari, certains déplacés se réjouissent de la présence de la MINUSCA. La fois dernière, à tout moment, on dormait sur les pieds. Mais depuis que la contingent mauritanien était là, depuis avril, je crois bien, n'est-ce pas? Avril, nous, on est tranquille, on dort comme on veut, on se lève comme on veut. Et on est sécurisé de part et d'autre. Il n'y a pas de problème. Par le passé, les casques bleus en Centrafrique ont parfois été mis en cause pour leur manque de réactivité. Sur cet autre site de déplacés, ils ne font pas l'unanimité. On a un problème de sécurité par rapport à la perte de nos gendarmes qu'on a eus. Puisque ces gendarmes-là, parfois, ils nous aident en cas d'attaque. Comme ils ne sont pas là, notre inquiétude, c'est... On est beaucoup inquiétants, quoi. On est beaucoup inquiétants parce qu'on n'a pas confiance à ces éléments de la MINUSCA.
Les dirigeants centrafricains attendent de savoir combien d'argent les donateurs vont leur promettre ce jeudi lors d'une grande conférence à Bruxelles. D'après l'Union européenne, les besoins sont estimés à 1,5 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années. Oui, l'avenir de la Centrafrique qui sera au cœur de la conférence des donateurs à Bruxelles ce jeudi. Emmanuel Lampart est avec nous en direct de Bruxelles, chef de mission en Centrafrique pour Médecins sans frontières. Bonsoir Emmanuel Lampart. Vous craignez un désengagement de la communauté internationale ? Tout à fait, à la veille de la conférence des bailleurs pour la Centrafrique, où le pays, le gouvernement va essayer de mobiliser des fonds pour financer le plan qui va s'attaquer aux problèmes structurels. Vous avez évoqué dans le reportage le montant nécessaire pour les prochaines 3 ans. Mais il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'inquiéter. Si nous savons qu'un seul acteur médical humanitaire que est Médecins sans frontières, les dernières années, chaque année, a mobilisé grâce aux contributions de ses donateurs privés 55 millions d'euros, et nous mettons en parallèle le montant qui est prévu, ne fût-ce que pour 2017, pour le secteur santé-nutrition, qui est du 33 millions de dollars, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'inquiéter, et en tout cas lieu d'appeler à ce que les contributions de part et d'autre, que ce soit pour l'humanitaire et que ce soit pour donner réellement des moyens au pays de se relever et de consolider la paix, soient à la hauteur des enjeux et des défis qui sont énormes. Emmanuel Lampart, les enjeux et les défis, justement, vous travaillez dans le secteur de la santé, de l'accès aux soins. Est-ce que ça reste les secteurs prioritaires en ce moment en Centrafrique ? En tout cas, c'est un des secteurs prioritaires et c'est un des pays où c'est si prononcé. On pourrait parler de la situation, appelons-le par défaut. 20% de la population centrafricaine, jusqu'à aujourd'hui, se retrouve dans une situation de réfugiés, déplacés internes, voire même encore des endroits où on pourrait parler des enclaves. 20%. Il y a peu de pays où cette proportionnalité est si prononcée. Et ajoutons à cela les énormes problèmes liés aux barrières à l'accès aux soins notamment, les barrières financières. C'est une population qui vit en majorité avec moins d'$1 par jour. Il y a des barrières culturelles, toujours liées aux tensions intercommunautaires. On vient de le voir encore avec le reportage à Bambari, au centre du pays, mais qui est juste un témoignage pour pas mal des endroits dans le pays, les zones rurales et à Bangui. Et puis, il y a toujours les barrières sécuritaires et les barrières sécuritaires physiques. Et tous ces sujets seront abordés donc demain lors de cette conférence des donateurs. Pardon, merci beaucoup Emmanuel Lampart. Tous ces sujets seront abordés demain, évidemment, lors de cette conférence des donateurs qu'on suivra, bien sûr, sur France 24. Merci d'avoir été en direct avec nous de Bruxelles et merci à vous de nous avoir suivis dans ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue tout de suite sur France 24.